La France semble plus fracturée que jamais, une France à deux vitesses. Les inégalités frappent à la fois le cœur des villes, mais aussi on a tendance à l'oublier, le cœur même des campagnes. Comment sortir les banlieues et la France périphérique de ce marasme économique et social? On en parle avec Salomé Berliou. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre « Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Avec nous également Samuel Shalom. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes journaliste, co-auteur avec Dominique Vidal du livre « Portrait d'une France à deux vitesses », préface de l'économiste Thomas Porcher. Salomé Berliou, on commence avec vous. Vous nous plongez, vous, dans cette France que l'on a tendance à ne pas voir, loin des centres de décision, loin de la capitale. Comment cette France périphérique vit-elle cette crise sanitaire du Covid-19 et cette crise économique qui vient ? D'abord, elle participe activement à cette crise. C'est-à-dire qu'on a tendance en France à être ultra focalisé sur les grandes métropoles. Et dans le cas de la crise sanitaire, c'est en partie normal puisque c'est là où le virus est le plus présent. Mais dans les campagnes, dans les hameaux, dans les villages, dans les petites communes, dans les zones pavillonnaires, loin du théâtre de la crise à proprement parler, vous avez des millions de Français, 60% d'entre eux en définitive, qui vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues, qui concrètement ont été confinés comme les autres, ont eu leurs enfants à la maison aussi, très souvent ne pouvaient pas télétravailler parce que c'est pas forcément une France qui télétravaille à la fois de par les métiers qui sont exercés, mais aussi du fait de la fracture numérique elle-même. Le casse-tête des devoirs pour les enfants, on en a entendu parler. Dans des zones blanches, et ça il faut le dire aussi, c'est cette France-là qui a été le plus violentée par ces difficultés, et tout ça sans même parler des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, qui sont vécues très douloureusement par ces millions de Français. Je cite dans le livre le cas d'un élu local dans une petite commune de Bretagne qui me dit « On a eu le confinement silencieux, mais on était là nous aussi ». Et c'est ce que j'ai voulu raconter à travers des témoignages d'agriculteurs, de professeurs, d'hôteliers, de jeunes, de seniors. Parce que quand on est confiné et qu'on est âgé à la campagne, on est confiné et isolé. Et ça n'est pas la même chose. Milliers de kilomètres de tout point de services publics notamment. Peut-être Samuel Shalom, une France à deux vitesses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les gagnants, il y a les perdants clairement aujourd'hui? Ah oui, totalement. Et là où je rejoins Salomé, c'est que la crise qu'on connaît depuis le mois de mars, elle est vraiment le révélateur d'inégalités qui étaient déjà là auparavant. Et je voulais vous donner ce soir quelques chiffres qui révèlent totalement ça depuis le mois de mars. Par exemple, il y a une étude qui est parue hier, une étude qui a été commandée par Matignon sur la manière dont les Français ont épargné, donc qui montre que les plus riches, donc évidemment, leur livret A, il a fait qu'augmenter. J'avais prévu le chiffre, mais vous allez nous le donner. Ah bah voilà. Enfin, les 20% des ménages les plus modestes, ils n'ont pas du tout réussi à épargner. Et en plus de ça, ils se sont endettés, alors que les plus aisés ont réussi à accumuler. Ouais. En fait, 20% des plus aisés ont accumulé 70% de cette épargne, qui est quand même de 100 milliards. Vous revenez notamment aussi sur la question des diplômes, qu'on soit à la campagne ou dans les villes. Quand on n'a pas de diplôme, on a plus de chances d'être au chômage? Ah oui, c'est prouvé par les chiffres. Par exemple, vous prenez, je sais pas, quelqu'un qui s'est arrêté au brevet des collèges, il va être beaucoup moins favorisé pour trouver un job qu'une personne qui a un master ou même un niveau Bac+2, Bac+3 licence. Il y a un énorme gap entre ces personnes-là qui sont non diplômées et ces personnes diplômées, parce que même une personne qui, admettons, s'est arrêtée en cours d'études au niveau licence, elle aura toujours un moyen de retomber sur ses pattes, alors que quelqu'un sans aucun diplôme, il n'aura pas ce... Ouais. Vous avez travaillé, et vous travaillez dans des cabinets ministériels, notamment, vous avez, j'aime pas le mot, mais pondu un rapport récemment sur la question de l'éducation, c'est ça? Alors, donc, aujourd'hui, je suis directrice générale de l'association Chemin d'Avenir que j'ai fondée et qui accompagne justement les jeunes dans les zones rurales et les petites villes, plusieurs milliers aujourd'hui, dans la construction de leur parcours pour qu'ils puissent avoir des diplômes. On sait que dans les zones rurales, les jeunes ont souvent plus tendance que dans les grandes villes à s'orienter vers des filières courtes, ce qui peut être très bien si c'est un véritable choix, mais dans le cas de certains jeunes dans les territoires éloignés des grandes métropoles, leur avenir est déterminé par
une question de kilomètres. Et en gros, concrètement, ils vont choisir le lycée agricole parce que c'est le plus proche de chez eux, alors qu'ils auraient très bien pu aller à l'université ou faire un BTS plus loin. Et dans le cadre du rapport, effectivement, j'ai été missionnée à titre bénévole par Jean-Michel Blanquer l'année dernière. Je lui ai rendu un rapport avec 25 préconisations concrètes qui a pour objectif de dire, ce rapport, il est temps qu'il y ait une politique publique à destination de la jeunesse des zones rurales et des petites villes, parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Et ce que j'essaie de décrire dans nos campagnes suspendues, c'est le fait que la crise accentue les fractures territoriales, notamment, évidemment, pour la jeunesse de ces zones-là. Et je vous donne un exemple très concret. Une jeune fille que j'interroge dans le Puy-de-Dôme et qui me dit... voilà, moi, pour aller à l'université à la rentrée prochaine, il fallait que j'ai un petit job. Ce petit job, ça devait être aux vacances de Pâques ou pendant les vacances d'été. Pas de petit job, pas d'université. C'est de cet ordre-là. C'est concret. Mais cela dit, il y a quand même quelque chose qui frappe. Vous dites que, bien entendu, les inégalités qui touchent les Français dans la vie quotidienne, elles ne naissent pas de nulle part, mais d'une volonté politique et de politique clairement assumée. Parce que ça, on le sait finalement qu'il y a cette fracture-là qui existe. Qu'entendez-vous par volonté politique ? Bon, ça, c'est Thomas Porcher qui le dit. Hein. Moi, Dans la préface. Dans la préface. Moi, dans le bouquin, ce qu'on a essayé de faire... Mais en même temps, si on voulait qu'il n'y ait pas ces inégalités, on ne fermerait pas le bureau de poste, on aiderait les petits commerçants, les petits artisans. Mais juste, je voulais rebondir sur ce que disait Salomé, sur le fait qu'il y a une question de mobilité pour les jeunes de milieux ruraux. J'ai un souvenir marquant, c'est le spécialiste des mobilités qu'on interroge dans le bouquin, dans le chapitre sur les mobilités, qui nous dit que... dans la plupart des endroits où les jeunes vont chercher du boulot à la campagne, donc à Pôle emploi ou n'importe quel centre où ils essaient de trouver du boulot. Dans les antennes des communes aussi. La plupart de ces jeunes-là n'ont pas le permis de conduire. Et pourquoi ils n'ont pas le permis de conduire ? Parce que le permis de conduire, aujourd'hui, ça coûte entre 1 800 et 2 000 euros pour un jeune. Et si on n'a pas derrière les parents qui payent le permis de conduire, c'est impossible de se le payer seul. Et je voulais juste rappeler ça parce que c'est un gros problème qui pourrait être une solution de politique publique de donner, je ne sais pas, quelques deniers aux jeunes pour pouvoir se payer le permis, ça serait déjà pas mal. C'est les propositions de certaines collectivités territoriales d'ailleurs, et vous avez tout à fait raison, et c'est la même chose pour le logement étudiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a montré dans un rapport que j'avais commandé avec la Fondation Jean Jaurès et Chemin d'avenir l'année dernière à l'IFOP, qui montre justement les fractures entre jeunes urbains et jeunes ruraux. Et sur la question du logement étudiant, vous avez aujourd'hui en France une famille sur deux qui dit être à même de financer le logement de son enfant s'il a envie de faire des études après le brevet ou après le bac. Or, les premiers à pâtir de cette réalité économique-là, c'est forcément ceux qui sont éloignés de la formation, puis éloignés de l'emploi. Et à nouveau, on retombe sur le contexte de la crise, et j'insiste là-dessus parce que, si vous voulez, je trouve que dans cette crise sanitaire, on est en train de construire une vision de la crise qui est complètement déformée parce qu'elle est focalisée sur les grandes métropoles et sur leurs banlieues, concrètement. Pourquoi déformée, dites-vous ? Déformée parce que ça veut dire que, si vous voulez, si on regarde essentiellement ce qui se passe à Paris, à Lyon, à Marseille, et encore une fois, il faut le faire, mais on passe à côté de la réalité d'une grande partie du pays qui est plus éloignée du feu des projecteurs, et j'ai envie de dire, même si c'est un peu provoquant, une fois de plus, à moins d'en tomber à des réflexes type gilet jaune, que je ne recommande pas forcément, mais qui ont le mérite d'attirer l'attention sur cette France. C'est un révélateur, et donc, de fait, si on ne regarde pas suffisamment la France des territoires dans la crise sanitaire, et si en gros, quand on la regarde, c'est pour regarder plutôt ce qui se passe à Noirmoutier, à l'île de Ré ou à Aix-en-Provence pendant le confinement, que regarder vraiment Verdun, Moulins, Charleville-Mézières, Nevers, on va passer à côté des bonnes réponses à apporter. Parmi les secteurs d'inégalité, juste, il y a celle du logement notamment que vous abordez. Elle reste éminemment d'actualité. Ah oui, on l'a vu, justement, j'ai un chiffre à vous donner là-dessus. C'est le fait que, bon, évidemment, ça tombe sous le sens, mais lorsqu'on est dans un logement insalubre ou trop petit, donc avec, je sais pas, un lit superposé où il y a 5 enfants dans la même chambre, il y a, je crois, 2 à 3 fois plus de chances d'attraper le Covid. Ouais. Donc de risque d'attraper le Covid. D'attraper le Covid. Donc ça montre bien que les inégalités sont hyper liées avec le Covid. Je voulais juste nuancer un tout petit peu le propos sur les territoires. Dans les banlieues, il y a tout à la fois, comme dans les milieux ruraux, un gros problème de zones blanches aussi pour les médecins. Parce que, par exemple,
Si on prend la Seine-Saint-Denis, je crois qu'il y a 37 villes sur 40 en Seine-Saint-Denis qui sont en manque cruel de médecins généralistes. Donc il ne faut pas totalement opposer. Même si, alors vraiment, soyons très clairs, il ne s'agit pas d'opposer, mais de compléter. Ouais. Ce qui est vrai, c'est qu'un habitant de zone rurale sur 2 estime avoir difficilement accès à un personnel de soins. En agglomération parisienne, c'est 1 sur 10. Ouais. À un moment donné, même si, évidemment, là vous avez tout à fait raison, les déserts médicaux, ils ne sont pas exclusivement dans les zones rurales, mais quand même, les chiffres montrent bien, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est à peu près 5% des jeunes médecins qui disent être prêts à aller travailler dans un territoire rural pour des tas de raisons qu'on comprend en partie, mais qui, sans des politiques publiques incitatives, ne risquent pas de se régler. Et ça, on l'a très bien vu. Moi, j'ai été frappée par tous les témoignages dans le livre d'habitants de ces territoires qui disaient, mais en fait, on a eu peur aussi. D'ailleurs, il y a une statistique de l'IFOP qui montre très bien que dès le mois de mars-avril, les Français disaient avoir peur à 82% de perdre un proche pendant la crise. Ouais. Ce qui veut dire que la peur, elle n'a pas eu de frontières départementales. Alors, on aurait tendance à l'oublier, mais il y a aussi une fracture culturelle. Vous avez parlé notamment de la fracture numérique. Puisque vous parliez de la Seine-Saint-Denis, il y a aussi les librairies qui manquent. Il y en a 17 indépendantes seulement à travers tout le département. Et bien, il y a un jeune qui a décidé de changer la donne. Je vous en dis pas plus, regardez plutôt. Ne vous fiez pas à l'aspect vétuste de ce conteneur. Il renferme en réalité un trésor littéraire. Une librairie vieille de seulement 3 semaines que Luc Pinto-Barreto a décidé d'ouvrir sur un emplacement de choix, le parvis de la gare de Saint-Denis. 90 000 personnes y passent chaque jour. L'idée c'était être dans l'espace public, comme un peu les food trucks et tout, mais pour vendre des livres au lieu de vendre de la nourriture. Et c'était aussi l'envie de participer un peu à la vie du quartier, être un peu un acteur du quartier sans être dans la plainte de tout ce qui pouvait se passer de moins bon, on va dire. L'objectif de Luc est simple, travailler pour ceux qui n'osent pas franchir la porte des bibliothèques ou des boutiques. Sur les étagères, ce libraire autodidacte propose des essais féministes ou sur les inégalités raciales, des bandes dessinées, des livres politiques, bref, des ouvrages pour aider à réfléchir. Il y a besoin d'un endroit comme ça, évidemment, qui a l'air d'être un bel endroit. Puis j'adore le principe d'une caravane face à la gare. Pour moi, c'est une très bonne idée. Ça amène des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Ça va toucher des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ou d'aller dans les librairies, forcément, pour chercher des livres, quoi. Derrière cette belle initiative se cache pourtant un triste constat. En Seine-Saint-Denis, on ne compte que 12 librairies pour 1,6 million d'habitants. Le département est le moins bien pourvu de France. C'est vrai que cette librairie, on va dire, pas mobile, parce qu'elle n'est pas mobile, mais en tout cas, dans son format très créatif, on était évidemment ravis de la voir s'installer sur le territoire, à la fois de la Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis, parce qu'on en manque vraiment sur le territoire, et j'espère que ça donnera peut-être d'autres idées. Luc, lui, voit plus loin. Il va bientôt mettre en place des événements littéraires pour être plus qu'une librairie, un lieu de vie. Okay. Salomé Berliou, réaction. C'est forcément, ça fait partie des notes d'espoir qui donnent envie. Et d'ailleurs, dans nos campagnes suspendues, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, certes, montrer les difficultés structurelles dans ces territoires renforcés pendant la crise, mais aussi, dans plusieurs chapitres, raconter des initiatives locales, d'élus locaux, de porteurs de projets associatifs, de citoyens, pendant la crise sanitaire et la façon dont ils se sont engagés pour leur territoire. Oui, c'est le paradoxe. Il y a, c'est même pas paradoxe, beaucoup de solidarité aussi dans les quartiers populaires. Oui, et justement, cette note positive me fait penser à des exemples qu'on peut avoir aussi pour l'emploi, puisque évidemment, la crise, malheureusement, va mettre beaucoup de gens au chômage. Et je pense notamment à l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est notamment dans les territoires ruraux et qui permet plutôt que donner une allocation chômage aux personnes, qu'elles retrouvent un emploi et qu'elles retrouvent un emploi qui ait du sens. Donc en gros, dans ce bouquin, même si ce n'est pas non plus le centre du bouquin, on essaie aussi de montrer les initiatives qui peuvent changer les choses. Merci beaucoup Samuel Shalom d'avoir répondu à nos questions et merci beaucoup à vous également, Salomé Berliou. 2 livres à lire, donc si on veut mieux comprendre ces questions d'inégalité et de France à 2 vitesses.